Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur la réforme de l'évaluation clinique commune et son impact sur les associations de patients. Mon nom est Frédéric Lavie, je suis le directeur scientifique du LEM, c'est le syndicat des entreprises du médicament et je suis ravi de vous accueillir ce soir à ce webinaire pour discuter à l'initiative du comité patient du LEM de deux grandes questions. La première étant comment vont pouvoir s'impliquer les associations de patients dans cette réforme au niveau européen et comment ils vont pouvoir aussi, ça c'est la deuxième question, articuler leur action avec les actions locales qui sont déjà existantes. Donc c'est des grandes questions et pour cela et pour en parler, je suis entouré de Laurent Petit qui est directeur à l'évaluation du LEM, Matteo Scarabelli, qui est directeur accès au marché pour l'EFPIA, qui est un peu l'équivalent du LEM, mais au niveau européen, et qui nous fait l'honneur de sa présence. Il y a à côté de moi Laure Guérou-Acolas, directrice et fondatrice de l'association Patients en réseau. Il y a François Houillez, directeur de l'information et de l'accès aux thérapies chez Aurore 10, et Muriel Dahan, qui est la directrice recherche et développement à Unicancer. Et je les remercie bien évidemment de leur présence ce soir. Ce webinaire va s'articuler en trois parties. Il y aura une première partie qui va être là pour savoir un peu de quoi on parle, avec une présentation de la réforme donc de l'évaluation clinique commune. Et c'est Laurent qui va nous en parler. Et puis, Matteo nous parlera aussi des points au moment desquels il y aura des rencontres avec les associations de patients et de comment ça va s'articuler d'une manière très concrète. Et puis ensuite, nous aurons un temps d'échange où là, c'est moi qui poserai les questions, attention. Et donc, mes estimés membres de cette table ronde pourront y répondre. On aura une demi-heure à peu près pour faire ça. Et derrière, vous aurez tout le loisir ensuite de poser vos questions sur le chat. J'aurai un iPad à ma disposition où donc je pourrai recueillir toutes vos questions et je transmettrai les questions à l'ensemble des parties prenantes ici présentes pour que nous puissions y répondre le mieux possible. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Maintenant, vous savez comment ça va se dérouler. Et tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Laurent Petit qui va donc nous parler de cette fameuse réforme. Merci Frédéric, merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour ce webinaire. Donc j'ai la lourde tâche d'essayer d'expliquer quelque chose qui n'est pas encore tout à fait finalisé et qui peut paraître un peu complexe. Alors sur une slide très chargée, je vais essayer de vous expliquer ce qui va changer, ce qui est en train de changer au niveau européen, au niveau national. Jusqu'à présent, donc c'est la partie haute du slide. Avant, vous savez, on découvre une molécule, on réalise des essais cliniques. À partir de ce moment-là, on récupère un certain nombre de données, de résultats. On constitue un dossier d'AMM quand on est une entreprise. On soumet ce dossier d'AMM à l'IME, l'Agence européenne du médicament, afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc tout ça se gère au niveau européen. Et ensuite, chaque pays, et nous donc en France, l'industriel soumet un dossier de demande de remboursement auprès de la Haute Autorité de Santé qui procède à une évaluation. Elle rend un avis qui va servir à l'industriel pour négocier son prix avec le comité économique des produits de santé. Et si la négociation aboutit, il y a une publication au journal officiel à la fois du prix du médicament et de sa prise en charge par l'assurance maladie avec un taux de prise en charge particulier. Donc déjà, sur la slide, elle n'est pas, les durées, les longueurs ne sont pas proportionnelles. Hein. Les essais cliniques durent bien plus longtemps que l'évaluation réglementaire et que l'évaluation de la HAS. Donc ça, c'est ce qui se passait jusqu'à présent. Demain, enfin dès aujourd'hui, pour quelques molécules aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y en a 2 déjà qui sont entrées dans le dispositif, et donc toutes les nouvelles molécules traitant du cancer ou des molécules de thérapie innovantes doivent passer dans ce nouveau dispositif européen. Donc, qu'est-ce qui change ? Évidemment, faut toujours découvrir une molécule, il faut toujours faire des essais cliniques. Mais avant de débuter vos essais cliniques, vous pouvez solliciter le niveau européen pour avoir une consultation scientifique commune. En fait, les agences vont vous aider à designer vos essais. Alors, pourquoi je dis les agences ? Parce que à la différence de l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas eu de création d'une agence pour de l'évaluation clinique commune. C'est un consortium d'agences basé sur le volontariat. Vous avez toutes les agences de l'Europe
qui se réunissent et qui mettent à disposition des ressources. Mais il n'y a pas de création d'une agence en propre. Il y a un groupe de coordination, il y a des sous-groupes, il y a 4 sous-groupes, un sur la méthodologie, un sur l'horizon scanning, un sur les rapports d'évaluation clinique, un sur les consultations scientifiques communes. Voilà, il y a 4 sous-groupes, mais ça n'existe pas dans une structure indépendante. Donc toujours est-il, vous pouvez, en tant qu'industriel, solliciter le niveau européen pour avoir une consultation scientifique commune. Vous faites les essais cliniques, vous avez vos résultats comme précédemment. Et là, en parallèle, en tant qu'industriel, vous soumettez une demande d'autorisation de mise sur le marché via votre dossier auprès de l'IME et vous devez déposer un dossier d'évaluation clinique commune auprès de ce consortium, de ce groupe de coordination, qui, lui, en parallèle de l'évaluation faite par l'IME, va faire l'évaluation clinique commune. Alors, qu'est-ce que c'est que cette évaluation clinique commune ? En fait, ce que faisait la HAS jusqu'à présent, c'est qu'elle faisait cette évaluation clinique et ensuite, elle appréciait la valeur ajoutée. L'évaluation clinique, c'est évaluer la robustesse, c'est évaluer les résultats et la robustesse de ces résultats. Donc ça sera fait au niveau européen. C'est-à-dire, vous allez pouvoir voir à travers cette évaluation que tel ou tel résultat est jugé avec un niveau de biais acceptable, un niveau de biais très élevé, etc. Donc c'est vraiment ce qui va ressortir, c'est plein de résultats et la force de ces résultats. Ça, c'est ce qui sortira du niveau européen. Et c'est pas la même chose que ce que fait l'IME. L'IME, elle regarde le rapport bénéfice-risque du produit et elle compare ce produit par rapport au comparateur. L'objet de l'évaluation clinique commune, c'est de comparer la valeur ajoutée de votre produit par rapport à l'arsenal thérapeutique qui peut exister pour prendre en charge la pathologie. Donc déjà, vous avez deux conclusions, entre guillemets, de la part de l'IME pour l'autorisation de mise sur le marché et de la part du consortium pour l'évaluation clinique commune, qui ne sont pas les mêmes, qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y aura un rapport d'évaluation clinique commune produit par ce consortium, et à partir de ce rapport d'évaluation clinique commune, encore une fois, qui va présenter un certain nombre de résultats et évaluer la robustesse de ces résultats, la HAS, à ce moment-là, va procéder à l'appréciation de la valeur ajoutée de votre produit en fonction de ces résultats. Et donc, elle va rendre un avis, comme le faisait jusqu'à présent, avec, là encore, un certain nombre d'éléments que certains d'entre vous connaissent, le SMR, la SMR, et tout un tas d'autres éléments. Elle va produire son avis, et une fois que l'industriel a l'avis, il part en négociation avec le CEPS pour obtenir un prix, et ensuite, il y a une publication au journal officiel. Donc déjà, ce qu'on espère, c'est qu'on ne va pas rajouter des délais, que effectivement, le travail qui sera fait au niveau européen fera gagner du temps au niveau national. Mais aujourd'hui, on n'en a pas la certitude, mais c'est la volonté en tout cas de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes au travers de ce processus, de ce nouveau processus. Et Mathéo, si tu veux, toi, prendre la suite pour expliquer un peu les interactions qu'il peut y avoir. Oui. Bonsoir à toutes. En fait, j'essaie de me ancrer vraiment sur cette description très précise que Laurent vient de faire sur ce nouveau système pour rentrer tout de suite dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment les patients, les représentants de patients, leurs associations peuvent en fait contribuer à ces processus d'évaluation scientifique qui, on le rappelle, c'est un processus scientifique. On évalue des résultats d'études et d'essais cliniques pour après, au niveau national, pour que l'HAS puisse faire son appréciation sur les nouveaux produits. Donc, en fait, il y a certains concepts fondamentaux qu'il faut retenir. Et s'agissant ici d'une coopération européenne, comme Laurent le disait très bien, on n'a pas créé une nouvelle agence ou une nouvelle institution qui est dans un seul et même immeuble. En fait, c'est toutes les agences comme l'HAS de tous les pays européens qui coopèrent ensemble. Et alors ici, dans ce dispositif, il y a un règlement qui met en place ces dispositifs. Et dans ces règlements, en fait, on prévoit la participation des patients et des associations de patients. Mais comme je disais, il faut en fait nous saisir des concepts fondamentaux. D'abord, ce règlement prévoit qu'un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de la maladie, donc en fait qui a une expertise sur l'expérience
directe de vivre avec cette maladie, qui donc, de par sa condition, a une légitimité à parler de son expérience et à faire de son expérience une contribution à cette évaluation clinique. Ça, c'est les premiers cas, en fait. Par exemple, moi, je travaille aujourd'hui pour l'industrie pharmaceutique, donc je n'ai aucune implication directe, mais personnellement, je suis atteint d'algie vasculaire de la face, une maladie neurologique. Donc, moi, en tant que, pour ces statuts, j'ai ces statuts, en fait, des patients atteints de la maladie. Après, vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes patient, évidemment, mais vous, que vous soyez patient ou pas, vous êtes représentant d'une association de patients. Et donc, dans ces cas de figure, sous ces statuts, vous êtes considéré comme une partie prenante. Toute association, que ce soit de n'importe quel type, dans ce règlement européen, est considérée comme une partie prenante. Et c'est le cas aussi pour les associations de patients. Donc, si aujourd'hui, on oubliait qu'on a par exemple M. François Hoyer, on oubliait son nom, on voyait seulement l'étiquette Aurore 10, en ce moment, la personne de François Hoyer n'est plus en fait François, que je peux connaître depuis des années. C'est juste Aurore 10. C'est une association, c'est une partie prenante. Donc, il faut bien garder en tête cette différence. D'un côté, un individu, quelqu'un qui est un patient, qui a son expérience de la maladie, et de l'autre côté, une association patiente, une partie prenante. Et en fait, évidemment, une même personne, je faisais l'exemple de François, peut être éligible à participer à cette coopération européenne, à cette évaluation commune, parce que, entre guillemets, porte les deux casquettes, en fait, a les deux statuts. Mais en fait, la question ici, c'est que un patient, quelqu'un atteint d'une maladie, ne vit pas, entre guillemets, tout seul dans la nature, mais fait souvent, ou presque toujours, partie d'une association, d'un réseau dont, en fait, il apprend, il fait partie, il se nourrit, et grâce auquel, en fait, il accroît sa connaissance. Donc, en fait, ici, on a une distinction qu'on comprend bien, et une distinction qui n'est pas absolue. Une même personne peut avoir les deux statuts, mais il faut garder à l'esprit que selon ce règlement, ce sont deux statuts différents. C'est ça qui compte maintenant, retenir. Et en fait, si on va voir quelles activités seront mises en œuvre par l'HAS et toutes ces autres agences sœurs dans cette coopération européenne, on voit que selon l'activité, vous pouvez être impliqué soit en tant que patient, soit en tant qu'association. Donc, on voit déjà ça dans la pratique que quand il s'agit, par exemple, de veille technologique, de quoi il s'agit en fait? C'est un rapport annuel que ce groupe de coordination, ce groupe de travail européen, HAS et autres agences, vont publier chaque année, qui a pour vocation de dire, voilà, dans ce domaine thérapeutique, il y a des technologies qui sont très intéressantes, qui vont arriver dans quelques années, donc il faut les attentionner. Ce rapport, en fait, fera l'objet d'une consultation où les premiers consultés seront les associations de patients, des associations de patients européennes qui font partie d'un réseau, d'un groupe de parties prenantes qui est formé, disons ainsi, au sein de la Commission européenne, pour faire vite. Mais en fait, ce sont des associations européennes qui ont un statut transnational. Donc, ces associations seront consultées. Et la même chose pour ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire que cette feuille de route, c'est les groupes de coordination des agences nationales qui vont le mettre en place et qui dira, voilà, l'année prochaine, on va réformer la méthodologie X ou Y, on va faire autant de rapports, on va faire autant de consultations scientifiques, etc. C'est un peu une prévision, un plan sur ce que ça va être l'activité de l'année suivante. Cette feuille de route aussi fera l'objet d'une consultation. Même chose, ces associations européennes seront les premiers consultés. Et en fait, ce qui est intéressant ici à noter, c'est que ces associations européennes ont des membres dans différents pays. Et si ces associations européennes font bien leur boulot, quand ils seront sollicités pour cette contribution à ces deux rapports, ils pourront consulter leurs membres. Donc vous, dans ce cas, pour la France, si ces associations européennes ont des membres français et vous en faites partie, vous pourrez du coup donner votre contribution. Et c'est pour cela, en fait, qu'une recommandation que vous pouvez ramener ce soir avec vous, c'est rapprochez-vous autant que possible d'un réseau associatif européen pour voir dans quelles conditions vous pouvez être membre de ces réseaux et donc participer activement, d'abord dans la réception des informations et ensuite, les cas échéants, dans la contribution directe pour ces activités, en ce cas, pour ces rapports. Il y a une autre, en fait, opportunité qui dans ces deuxièmes cas, concerne directement des associations de patients nationales, donc dans notre cas, des associations de patients françaises,
et qui vous donne la possibilité de participer directement à l'évaluation clinique commune. En fait, l'activité principale de ce consortium. Un rapport qui dit les études de l'industriel X ou Y sur ces nouveaux produits cancer, ces études sont robustes, peuvent être utilisées pour l'appréciation où ils ont des biais, ils ont des manques, etc., ou des points de force et des faiblesses. Donc, dans ces évaluations, il y a un moment où l'HAS est censé, j'ai dit bien est censé, demander l'avis des associations des patients nationales. À quel moment, on va les voir tout de suite après, mais juste pour anticiper ces points-là, c'est le moment où, quand on fait une évaluation, on doit établir les questions auxquelles on va répondre. Et quand on établit les questions, c'est très important de choisir les bonnes questions. Il y aura donc une liste de questions qui fera les périmètres d'évaluation. Et sur ces questions-là, vous êtes censé être consulté par l'HAS. Donc, c'est un moment très important. Et on va voir dans 2 minutes ce que ça signifie en pratique. Mais encore une petite précision. Quand, par contre, on a la possibilité d'être consulté en tant que patient. Donc, on sait très bien qu'en France, on a une définition très spécifique des patients experts. Au niveau européen, on utilise la même expression en anglais, mais elle ne veut pas dire la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre juridique qui définit spécifiquement que c'est un patient expert. En Europe, en fait, on est beaucoup plus inclusif en ce sens, parce qu'on dit tout patient qui, justement, est atteint de la maladie, qui en a une expérience directe, est un expert. Et donc, de ce fait, vous pouvez participer donc soit à des consultations scientifiques conjointes ou communes, c'est-à-dire, comme Laurent disait, au moment du design des essais cliniques, il y a une réunion, porte close, où en fait, des experts, des médecins, des méthodologistes, les agences comme l'HAS et des représentants de patients ou des patients même, on peut dire dans ces cas, sont autour de la table et participent directement aux discussions. Pourquoi important ici de faire cette précision? Parce que quand vous serez dans la salle, vous ne pourrez pas dire « Désolé, sur cette question, je dois consulter ma communauté ». Vous n'aurez pas un moyen de le faire. Donc, la question, c'est que vous ne devez pas avoir peur d'être dans la salle et savoir que vous participez à titre individuel en ces cas-là. C'est-à-dire, vous ne portez pas, en un certain sens, le poids de devoir représenter votre communauté. Mais vous répondez à l'état de vos connaissances à ces moments-là. Et c'est là aussi, comment dire, une force parce que vous êtes là aussi, évidemment, en portant toute la connaissance qui vient de votre réseau et de votre communauté. Mais sachez que là, vous n'êtes pas obligé d'être en sous-mandat légal de votre association. Vous participez en raison de votre statut, de votre expertise et de votre expérience. La même chose pour les évaluations communes cliniques dont on a parlé et on va encore beaucoup parler parce que, comme on disait, c'est là l'activité principale de cette coopération. Au moment où on consolide les questions, on va voir tout de suite ce que c'est cet acronyme PICO. C'est une liste de questions, en fait, qui donne les périmètres d'évaluation. À ces moments-là, encore, il y a des moments dans le processus où les réseaux européens des patients seront appelés à identifier dans n'importe quel pays d'Europe quels sont les profils, les patients qui sont, prêts, disponibles et qui ont une connaissance des causes, qui ont fait des bons contributeurs pour cette évaluation. Une recommandation ici qui ne s'adresse pas directement ou exclusivement aux associations de patients, c'est en fait cette recherche et identification d'un patient, disons ici patient expert, sachant que c'est une définition beaucoup plus large, en fait demande une organisation et demande un travail, une mobilisation de la part des associations pour identifier ces personnes. Dans une vie précédente, en fait, quand j'ai travaillé pour une association de patients, j'ai recevé de l'HAS, des demandes, il y a tel produit qui arrive, telle indication, pouvez-nous, s'il vous plaît, trouver quelqu'un? Et j'avais un temps défini pour le faire. Mais évidemment, je pouvais faire ça parce que j'ai fait partie d'un réseau qui pouvait du coup en mobiliser d'autres personnes pour dire est-ce que vous n'aurez pas quelqu'un qui aurait cette caractéristique et qui aurait cette connaissance pour pouvoir participer. Donc, ce qui est important, et c'est pourquoi, non pas seulement moi en ces moments-là, mais d'autres associations se sont vraiment battues et ont obtenu beaucoup en ces dernières années, c'est que les agences doivent reconnaître que les associations de patients sont des partenaires dans ce travail d'identification qui consiste évidemment à mobiliser, à examiner, sélectionner les profils, à accompagner les personnes qui après vont être dans la salle ou participer, contribuer. Donc c'est tout un travail. Et comme on disait, un patient ne traîne pas libre dans la nature.
fait souvent, la plupart des cas, partie d'un réseau et d'une communauté. Il faut mobiliser cette communauté et ces groupes, ces associations doivent être reconnus par l'HS et d'autres agences dans d'autres pays et par la Commission européenne comme des partenaires. On va conclure en fait en essayant de reprendre la slide initiale et voir que dans ce nouveau cadre, dans cette évaluation clinique commune, en fait, il y a des points spécifiques où vous pouvez participer. Ils sont des points spécifiques dans le temps, dans les étapes de cette évaluation. Et en fait, je demande à Laurent ici de nous expliquer en 2 minutes, tâche très difficile, je sais, d'expliquer ce que c'est en fait les PICO. On a déjà dit une liste de questions, mais qu'est-ce que c'est plus précisément? Alors, je vais expliquer rapidement, très simplement. PICO, c'est un acronyme. P, c'est pour population. En fait, c'est la question qui vous serait posée en tant qu'association de patients, c'est quel est le type de patient, les caractéristiques du patient qui devrait bénéficier de cette thérapie. Est-ce que c'est le patient en échec ou intolérant à tel ou tel produit, etc. Donc, on va vous demander quelles sont les caractéristiques des patients qui devraient pouvoir bénéficier de cette thérapie. Le I, c'est l'intervention. En anglais, c'est intervention. En fait, c'est le traitement évalué, le médicament évalué. Le C, c'est le comparateur. C'est selon vous, les résultats devraient être présentés de ce produit par rapport à tel et tel autre produit. C'est tous les médicaments, toutes les alternatives thérapeutiques qui devraient être listés et pour lesquels on devrait avoir des résultats de comparaison par rapport au produit qu'on évalue. Et le O, c'est outcomes en anglais, c'est le résultat. Donc en fait, c'est l'intervention, le médicament que l'on prend, il produit tel ou tel résultat, la baisse de la glycémie, enfin tout ce qu'on veut, évaluer et éviter des accidents cardiovasculaires. Bon. C'est quels sont selon vous les critères de jugement, les résultats que vous recherchez en prenant ce médicament. Donc ça, avec l'évaluation clinique commune, théoriquement, chaque agence nationale devrait se retourner auprès des associations nationales de patients en leur demandant, pour tel ou tel médicament, quels sont les PICO que vous voudriez retenir. Le problème, c'est que le dispositif aujourd'hui européen prévoit un temps très très court pour cette consultation, moins de 2 semaines, ce qui rend le dispositif très compliqué. Aujourd'hui, la HAS, elle fait des consultations, elle appelle les contributions patients dans le cadre des avis. Simplement, vous avez 45 jours pour formuler votre retour. Là, c'est 10 jours et c'est bien plus tôt que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle le fait après le dépôt de l'industriel, après l'autorisation de mise sur le marché. Demain, avec l'évaluation clinique, c'est au moment du dépôt du dossier à l'IME. Quelques jours après, en fait, la HAS devrait lancer cette consultation. Alors, la HAS travaille avec certaines associations de patients justement sur ce dispositif. Nous, en tant qu'industriels, on n'a pas d'informations particulières. Sachez quand même que sur le site de la HAS, il y a tout un tas d'informations destinées aux patients sur qu'est-ce qu'elle attend de vos contributions, quand est-ce que vous pouvez contribuer, etc. Sachez aussi que la HAS, a priori, travaille avec, donc, ce que je disais, 2 ou 3 associations de patients pour essayer de voir comment appréhender ces questions du PICO. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'industriels, on ne sait pas, en termes d'organisation, comment cela sera fait par la HAS et ce qui est discuté par les associations de patients qui ont la chance de discuter avec la HAS sur ce sujet. Merci Laurent. En fait, ça c'est un point très important parce que c'est vraiment le moment où, en tant qu'association française pour votre maladie, vous pouvez en fait directement contribuer. Et sachez que si on prenait une perspective européenne un peu à votre d'oiseau, on peut dire qu'en France, en fait, on a déjà beaucoup d'expérience dans la contribution par rapport à d'autres pays. Vous pouvez d'ailleurs compter sur votre expérience dans les procédures de droit commun et procédures d'accès précoce, où en fait, il y a cette dynamique des questionnaires qui sont envoyés aux associations. On peut regretter que ces dispositifs n'aillent pas plus loin ou qu'il y ait une implication trop indirecte ou qu'on voudrait plus d'implication directe, c'est-à-dire qu'une personne soit directement sélectionnée, identifiée et consultée dans un dialogue. Ça, bien sûr, on peut le souhaiter, mais sachez que cette expérience sur laquelle
vous êtes assis en certain sens. C'est quelque chose d'important sur lequel vous appuyez pour participer à la contribution dans cette évaluation européenne. Sachant encore une fois que ce que l'on présente ici, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, écrit et établi une fois pour toutes. C'est-à-dire que maintenant, ces dispositifs commencent à être mis en place et on verra en fait avec les premières procédures, les premiers produits, comment cette évaluation sera faite et comment les dispositifs différents des implications des patients seront réalisés. Donc, sachez que tout ça est potentiellement en évolution. On espère en évolution positive, en amélioration. Mais voilà, juste pour souligner l'importance de votre organisation de rester connectée là où vous pouvez avoir l'information sur comment ça va évoluer. Et on espère aussi pouvoir répondre au cours de ce webinaire à beaucoup de questions là-dessus qui peut-être vous aideront aussi à avoir encore plus clair par rapport à ce qu'on a pu, avec nos moyens, vous expliquer. Alors juste avant de repasser la parole à Frédéric, il y a quand même une chose qui demain va un peu changer la vie des associations de patients dans le cadre des contributions au niveau national. C'est qu'avec cette évaluation clinique commune, il y a un rapport qui va sortir à la fin de cette évaluation clinique commune et qui va être disponible au plus tard 30 jours après l'autorisation de mise sur le marché. Ce qui fait que concrètement, quand la HAS va vous appeler, si elle ne change pas son process, si le process reste inchangé, à contribuer à l'évaluation, à l'appréciation d'un produit aujourd'hui en France, vous, en tant qu'association de patients, vous aurez à votre disposition le rapport d'évaluation clinique commune et ses annexes. Donc, vous aurez l'évaluation qui a été faite au niveau européen, vous l'aurez. Vous aurez tout le dossier qui a été soumis par l'industriel. Donc, vous aurez toutes les données. Et donc, ça, c'est une avancée. Le problème, c'est qu'il faudra bien parler anglais. Merci Laurent, merci Mathéo pour ces explications très claires. Et on a compris aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour et qu'on va un peu apprendre en marchant. Mais c'est le cas de toutes les réformes et toutes les évolutions. Mais on a l'impression que ça va quand même dans le bon sens avec plus d'implication des patients à l'échelle européenne en plus de l'échelle nationale. Donc c'est le moment que vous attendiez, c'est le moment des questions. Et je vais peut-être commencer dans l'ordre où vous êtes. Je vais changer un peu l'ordre. Non. Bah alors, je vais commencer par François Houillez. Alors, vous êtes donc le directeur de l'information et de l'accès aux thérapies pour Eurordis. Et donc, Eurordis fait partie du réseau des parties prenantes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les associations de patients, les réseaux des parties prenantes. Et donc, ma question, en fait, ça va être comment votre organisation s'est-elle préparée à anticiper et accueillir cette réforme en tant que membre du réseau des parties prenantes? En fait, en tant qu'association européenne, nous nous sommes plongés dès 2010 dans les projets, les initiatives européennes, parce que le prix des médicaments orphelins qui nous concerne faisait déjà débat. Et on avait pris contact avec le comité de transparence et d'autres agences dans d'autres pays pour essayer de voir comment travailler sur ce problème, le coût élevé des médicaments pour les maladies rares. Donc dès qu'on a eu vent de ces projets européens, de ces actions conjointes qui sont à l'origine du règlement d'aujourd'hui, nous avons décidé d'en faire partie pour prendre le sujet à bras-le-corps, pour comprendre comment les choses allaient se passer et pour comprendre quel pouvait être le rôle des associations de malades et de leurs membres dans ces procédures au niveau surtout européen pour commencer. Avec un modèle, le fonctionnement de l'Agence européenne du médicament dans laquelle nous nous sommes investis depuis au moins 2000. Il faut savoir que chaque année, l'Agence européenne des médicaments consulte en moyenne 1 millier de malades dans toutes ces procédures, avec de notre côté, à Eurordis, 7 collègues qui sont chargés de l'implication des malades dans les procédures européennes, à l'IME et d'autres procédures, comme ici, la coopération européenne. Avec des ressources qu'on a mis en place dès l'an 2000, une base d'experts. On a plus d'1 millier d'associations membres. On a plus de 4500 experts dans cette base qui représente 2000 maladies rares distinctes, ce qui nous permet, quand on nous contacte pour identifier des personnes, de réagir et de trouver plusieurs personnes en 3 ou 5 jours. Et à partir de là, la façon dont nous procédons consiste... Il ne s'agit pas de trouver des personnes, il faut trouver les bonnes personnes, celles qui vont pouvoir le mieux contribuer, se sentir le plus à l'aise, élaborer des opinions sur des sujets qu'elles ne connaissent souvent pas. On ne naît pas
complètement au fait de qu'est-ce qu'un rapport d'évaluation, qu'est-ce qu'un dossier, toutes ces données complexes, techniques, scientifiques. On ne naît pas avec la science infuse pour être capable de les commenter tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une sorte d'encadrement où on explique aux personnes ce qu'il est attendu de leur part comme contribution. On a une discussion avec elles pour identifier ceux parmi les 5, 6, 7 qu'on a contactés dans nos réseaux, ceux qui seraient le plus à l'aise et le plus à même de contribuer pour différentes procédures. Mais ça demande vraiment une organisation assez unique que tous les réseaux européens n'ont pas. Heureusement, nous en avons parlé à la Commission européenne qui a accepté de créer un groupe de travail entre les 23 associations malades européennes, donc de ce réseau des parties prenantes, pour que nous apprenions, que nous partagions les expériences, nous échangions nos outils pour que celles qui ne sont pas tout à fait en mesure d'identifier des personnes très rapidement apprennent à le faire. Merci beaucoup. Justement, puisqu'on parle des patients, Laure Guirouet-Colas, quelles opportunités vous identifiez pour l'implication des patients dans cette réforme et dans ce changement ? Alors moi, je vais d'abord un peu rappeler d'où on vient, en fait. Je pense que là, on a un exemple d'une équipe et d'une structuration déjà d'emblée européenne et extrêmement efficace. Et nous, en fait, je vais porter la parole ce soir je pense, de nombreuses associations en France qui sont partis de leur terrain, entre guillemets, et du besoin de venir défendre le besoin des patients d'accéder à de l'innovation thérapeutique. Il faut savoir que pour un patient, en fait, un nouveau traitement, une nouvelle ligne de traitement, ça représente souvent des chances en plus de vivre plus longtemps, de vivre mieux. Donc c'est un peu de là que beaucoup d'entre nous, on vient avec finalement cette première mission qui, pour le moment, est plutôt au niveau national. Finalement, ce qui se passe, c'est que au départ, on s'était dit, justement, c'est forcément des grosses associations très structurées qui contribuent. Et donc nous, notre association Patients en réseau, elle a 10 ans. Et on s'est rendu compte que, notamment dans le cancer du sein, à l'époque, était notre premier champ d'action, il n'y avait pas eu tant de contributions de fait pour des innovations. Et on a fait une première contribution pour le premier CDK4/6. C'est une famille de médicaments qui a vraiment révolutionné la prise en charge de la maladie métastatique cancer du sein. Et puis, il y a eu la réforme donc, des accès précoces qui, franchement, a été une très belle opportunité d'apprendre, justement, d'avoir des webinaires, de mieux comprendre les attentes et, à notre petit niveau, de structurer une petite équipe qui, aujourd'hui, essaye de répondre aux contributions dans le champ du cancer du sein, cancer du poumon, gynéco et colorectal. On voit je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en fait, donc nous, notre association, elle interagit depuis plusieurs années avec un niveau européen, notamment avec l'UCE, donc Lung Cancer Europe, et Digestive Cancer Europe, DICE. À ce jour, avec ces groupes-là, ils sont effectivement européens. On travaille avec eux, notamment sur des rapports annuels pour mieux comprendre les problématiques des patients, faire des rapports à la commission, travailler sur des campagnes de sensibilisation, des choses comme ça. Mais à ce jour, il nous semble qu'on n'a pas encore reçu de leur part vraiment un peu justement comment ça va se passer. Donc, on est un petit peu dans l'attente. Alors, visiblement, nos collègues, notamment d'Hémato, sont aussi très bien structurés. Donc, on attend beaucoup des interactions avec les autres associations. Et je crois que ça serait important d'avoir des temps comme ça très réguliers de partage d'expérience, à la fois de où est-ce qu'on nous attend pour faire quoi, et puis que de façon pragmatique, on regarde sur les expériences dans les maladies rares, dans les premiers dossiers qui sont en cours en cancérologie, comment ça fonctionne. J'aurais aussi un point d'attention sur le fait que nous, et je pense que là encore, ça doit résonner dans pas mal d'équipes françaises, tous les patients qui s'engagent en France déjà sur ces sujets, ils ne sont pas si nombreux. C'est quand même complexe. C'est ardu de se sentir à l'aise. C'est difficile de se sentir légitime, même quand on nous demande une expérience de vécu. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant d'avoir ces formations pour bien comprendre quelles sont les attentes. Je trouve que les picots, là, c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si on sera amené
à interagir là-dessus, mais typiquement sur les critères de jugement, il y a un vrai travail où je pense que de façon assez collective, d'ailleurs, on pourrait réfléchir, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Mais après, typiquement, là, ça fait 3 flèches. Aujourd'hui, normalement, on n'en a qu'une. Donc, est-ce qu'il faut faire 3 rapports? Enfin, ça va être compliqué. Vous disiez, le rapport va arriver. Donc, c'est très bien d'avoir l'idée d'avoir un rapport qu'on va avoir, parce que ça va nous aider beaucoup à ne pas chercher des données qui sont en fait dans le dossier, etc. Maintenant, s'il est en anglais, nous, dans notre équipe, par exemple, aujourd'hui, il y a une personne qui est vraiment très à l'aise. Les autres, ça va être soit très difficile, soit quand même compliqué. Donc, est-ce qu'on va être accompagné là-dessus? Et puis il y a aussi typiquement là vous parliez finalement d'une sorte de plateforme. Moi je crois beaucoup aussi à des choses bien structurées où on sait que ça on doit le déposer là, on peut peut-être le travailler en français et puis être aidé peut-être pour que ce soit traduit. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut que les patients puissent s'exprimer véritablement, il va falloir nous aider quand même parce qu'on fait ça j'allais dire, en plus de tout le reste, évidemment, actuellement, en tout cas, sans rémunération particulière. Il y a des formations qui se proposent, mais c'est tout, en fait. Hein. Et on se sent peut-être encore un peu fragile ou un peu démuni pour être à la hauteur d'une demande de cette qualité qui, en même temps, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée, hein, c'est d'avoir une vision et un accès beaucoup plus rapide, en tout cas efficace et avec une vision coordonnée de la valeur des innovations thérapeutiques en Europe. Je pense que c'est quand même une très belle idée et qui devrait, on peut le souhaiter, faciliter l'accès à l'innovation pour beaucoup plus d'Européens. Merci. C'est effectivement un gros enjeu. Et du côté de la recherche, alors c'est vrai que cette réforme, elle s'adresse surtout aux patients qui sont atteints de cancer, de maladies rares et cancer pour l'instant. Hein. Et donc du côté de la recherche en cancer, Unicancer, comment vous voyez ça? Quel type d'opportunité vous y voyez pour les patients? Alors, Unicancer, c'est donc le réseau des centres de lutte contre le cancer. Et donc, chaque centre fait de la recherche. Et nous, à Unicancer R&D, on mène des protocoles de recherche en tant que promoteur avec des groupes de recherche. Et dans ces groupes, nous, on intègre des patients depuis le début du protocole jusqu'au lancement de l'essai. Ensuite, pendant tout l'essai et en rendu des résultats. Et donc, on associe les patients à tous les processus. Pour l'instant, on les forme à la recherche, ce qui est déjà assez compliqué. Et donc, ces patients référents recherche vont bien expliquer la recherche à leurs associations. L'enjeu pour nous, c'est de produire des essais donc avec des données qui correspondent aux attentes de cette évaluation HTA, qui aujourd'hui repose beaucoup sur des essais de type randomisé, double aveugle, de phase 3, qui rentrent dans ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux sur l'évolution de ces méthodologies de recherche pour aller chercher des essais qui nous permettent de tester des médicaments ou des technologies dans des pathologies rares, dans des situations rares, ce qui est de plus en plus le cas en cancérologie avec la médecine de précision. Donc, on a besoin d'aller vers des méthodes qui utilisent l'intelligence artificielle, qui permettent de faire des bras synthétiques, qui permettent de faire des essais différemment. Et donc, on intervient, ça percute un petit peu ce process parce que l'évaluation elle-même va un petit peu évoluer. Elle commence à évoluer à la Haute Autorité de Santé. Tous les pays européens se posent cette question et à l'EMA, il y a des travaux là-dessus. Mais c'est donc très important qu'on emmène aussi les patients avec nous pour que cette culture-là soit bien intégrée dans tout ce processus. Aujourd'hui, on n'a pas encore réellement, on ne s'est pas encore réellement impliqué dans ce process. On se met en ordre de marche pour que l'évaluation soit conforme à ce qu'on attend par rapport aux recherches qu'on réalise. On va également, bien sûr, se mobiliser pour aller demander les avis scientifiques
avant de démarrer les essais. Donc ça va demander une vraie organisation et donc les patients auront également sans doute à accompagner cette démarche. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la Haute Autorité de Santé, c'est ce qu'on fait avec la NSM en amont, très en amont. Donc c'est une façon de s'organiser qu'il faut aujourd'hui adopter et on va former nos équipes de recherche à Unicancer, dans les CLCC et il va falloir quand même mobiliser pas mal de compétences et ça demande un temps d'acculturation. Je pense qu'on est tous avec cet enjeu-là qui est devant nous, mais on espère que c'est pour une évaluation plus simple, plus rapide, plus harmonisée. C'est ça quand même ce qui est recherché dans ce process et on espère vraiment gagner en efficacité, en simplification et en délai. Et ça, on attend, on espère bien que ce qui se met en place aujourd'hui ira vraiment dans ce sens. Oui, c'est vrai qu'on comprend bien que non seulement la réglementation change, mais la recherche aussi, elle évolue. Absolument. Et elle accélère. Et il y a des nouvelles méthodologies, il y a de l'intelligence artificielle. Donc forcément, même pour l'évaluation, ça va changer la donne complètement. Et que donc, on a un enjeu de formation à tous les niveaux, hein, ouais. Au niveau réglementaire, mais aussi au niveau méthodologique, scientifique, qui est considérable. Et du coup, ça va introduire notre deuxième petit tour de table qui est sur la formation des associations de patients face à tous ces changements. Et je vais me tourner vers François Ouiez à nouveau, puisque Aurore 10 propose une formation qui s'appelle le CAPA. Sur la réforme pour les patients, donc ça c'est super. Est-ce que vous avez eu des premiers retours, ce qu'on appelle les rétex dans le milieu des entreprises, des retours d'expérience sur ces formations? Je ne connais pas le vocabulaire de l'entreprise, mais on a effectivement beaucoup de retours sur ces formations. Alors pour vous donner une idée de ce qui différencie le niveau européen du niveau national, par exemple sur le PICO, les représentants de malades qui vont intervenir au niveau européen vont avoir la chance de recevoir toutes les requêtes soumises par différents États membres, parmi lesquels, du fait de la disparité des standards de soins en Europe, certains sont complètement périmés parce que certains pays continuent de traiter des malades d'une façon dont on traitait les malades il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des traitements parfois dangereux, mais pour des raisons qui leur sont propres, ils n'ont pas voulu prendre en charge des traitements plus récents. Le rôle des représentants de malades au niveau européen sera précisément d'alerter l'attention en disant ce PICO soumis par tel pays, il est périmé, le comparateur proposé ne devrait pas être proposé. Les recommandations européennes scientifiques de prise en charge thérapeutique des personnes excluent ce type de traitement de l'arsenal thérapeutique d'aujourd'hui et devraient insister pour qu'il soit mentionné dans les rapports d'évaluation qu'ils ont exprimé un avis négatif sur les PICO soumis, parce que sinon les industriels vont devoir soumettre une quantité d'analyses pour répondre à tous les PICO, y compris des PICO qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour être capable d'intervenir avec ce niveau de connaissance, parce que tous les représentants de malades ne sont pas tous au fait des recommandations européennes de prise en charge thérapeutique, il faut acquérir un savoir-faire, et c'est ce que propose la formation ECAPA, plus que des connaissances, un savoir-faire, comment prendre la parole dans des réunions intimidantes avec plein d'experts, avec côté industriel, 12 industriels, enfin 12 représentants de l'industrie, parfois même d'autres représentants de malades invités par les industriels, ce qui les met parfois en porte-à-faux. Et donc c'est ce que propose notre programme, sachant que de toute façon, la plupart du temps, les gens qui vont être invités à participer à des procédures n'auront pas eu le temps de suivre une formation. Donc on a aussi des tout petits programmes très courts de 2 heures, des vidéos, des enregistrements, pour qu'au moins ils comprennent où ils mettent les pieds et ce qui est attendu de leur part. Donc en termes de retour, ces introductions très rapides, en 2 ans, 122 personnes l'ont suivi. Ensuite, on a des modules en ligne de formation, 134 personnes les ont suivis, et nous organisons donc des sessions en présentiel en Autriche, dans une université qui est vraiment en pointe, et nous l'avons testé, nous sommes allés suivre les formations qu'ils proposent, évaluation des technologies de santé pour les débutants en 3 jours, c'est excellent, c'est une équipe pédagogique vraiment au point, où là ils apprennent
un savoir-faire, des skills, comme disent les Anglais. Comment puis-je imposer ou partager une opinion n'ayant pas le bagage scientifique nécessaire pour que les gens soient à l'aise quand ils interviendront dans les procédures européennes. Donc on espère continuer cette formation. On a commencé en oncologie et en ciblant aussi toutes les associations pour lesquelles une thérapie avancée est en cours de développement, qui seraient les premiers concernés, mais d'autres pour toutes sortes de maladies rares ou non rares. Donc maintenant, on va s'attacher à ce que ce programme de formation continue et bénéficie à un plus grand nombre encore de représentants de malades. Vous pouvez nous contacter si vous voulez les suivre. Tous les modules existent et on va continuer à les dispenser. Voilà. On ne voulait pas faire de publicité, mais quand même, on peut un petit peu. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai que le champ est hyper large et on voit que vous avez couvert vraiment tous les aspects qui sont nécessaires en fait, à la formation pour les associations de patients. Laure, est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce que vous auriez envie de vous inscrire à ce type de formation? Ou plus largement, comment votre association s'est préparée à cette formation et ces enjeux? Alors, c'est vrai que des propositions de formation, ça donne très envie. Alors, nous, comment dire, à ce jour, on n'a pas encore un plan de formation. Je veux dire qu'on attend aussi d'avoir peut-être... Enfin, là, on est en plein Mars bleu, hein, d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué. Donc, on attend, on fait un point avec toute notre équipe un peu mobilisée et on voit justement si la HAS prévoit des formations. On va un peu croiser les retours avec d'autres associations, comme je vous disais, en hémato par exemple, etc., ou maladies rares. Je pense qu'effectivement, c'est important la question de formation. Donc, nous, dans notre équipe, en fait, on est plusieurs à avoir fait des DU en France. Et puis, l'une d'entre nous, elle a fait une formation eupathie. Donc, déjà, il y a la première question, c'est est-ce que ces formations sont en anglais? Est-ce qu'il faut intervenir en anglais? Dans une équipe, enfin, je veux dire, nous, les patients, on choisit pas de tomber malade, mais en plus, on n'a pas forcément toutes les caractéristiques qui collent bien au départ, quoi. Donc, s'il faut se former et en plus apprendre à parler anglais et suffisamment bien pour aller défendre le truc, ça va commencer à être très, très compliqué. Donc, voilà, il faut qu'on soit pragmatique et peut-être que, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est encore un peu tôt, mais c'est évident qu'il faut se former. Et je trouve intéressant, ça fait partie des questions qu'on a eues, nous, beaucoup. Il y a à la fois, qu'est-ce qu'on attend de nous vraiment? Comment on fait pour recueillir cette parole, cette expérience patient attendue dans le dossier en question? Comment prendre la parole? Et je dois dire qu'actuellement, nous, dans notre expérience de contribution pour la HAS, on fait des contributions écrites. En fait, on a participé, enfin moi j'avais accompagné tout début Claude Coutier sur certaines contributions, la première contribution, j'allais dire sur le Trodelvy en prise de parole, mais après en fait nous on n'a pas vraiment le temps parce que on est peu nombreux et on ne sait pas d'avance tous les calendriers, enfin on n'a pas le manpower quoi en fait, c'est ça le truc. Donc moi j'ai une vraie question de faisabilité. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on est assez nombreux? Est-ce qu'on a les moyens de se former, de dédier autant de temps à cette question qui est pour autant importante? Et j'en profite en fait pour poser une question d'ailleurs parce que en cancérologie aussi, mais c'est le cas dans plein d'autres maladies, il n'y a pas forcément d'association pour toutes les situations et toutes les maladies. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut qu'on soit attentif collectivement à ce qu'il y ait peut-être des choses qui soient travaillées en transverse pour peut-être aussi décharger, pas avoir l'impression qu'il y a des montagnes pour chacun d'entre nous. Il y a peut-être des choses un premier socle de valeurs, de picots, de critères, etc., où on peut se mettre d'accord, par exemple, en cancéro, avec l'évolution de certaines méthodologies et tout. Et aussi de s'assurer qu'on n'augmente pas encore les risques en fait, de différence de traitement d'un dossier, par exemple, qui serait soutenu par une association et un autre dossier où il n'y aurait pas d'association de patients. Une sorte de socle commun quoi, dans la formation, peut-être pour former des patients et qui soient capables aussi de parler sur, comme on avait dit tout à l'heure, partie prenante, la distinction entre patient expert et partie prenante pour qu'ils soient capables aussi d'intervenir dans des maladies qui ne sont pas forcément la leur, mais de manière pertinente aussi, évidemment. Ça, c'est super important. Muriel Dahan, comment Unicancer dans cette initiative? On voit en plus qu'on a besoin probablement non seulement de former, mais aussi peut-être d'attirer des volontaires pour nourrir un petit peu le manpower de ces associations et leur permettre de répondre à la demande. Comment Unicancer pourrait sensibiliser
les chercheurs dans le domaine du cancer, évidemment, mais aussi des associations de patients qui travaillent avec vous pour que ça crée une dynamique finalement? On a beaucoup d'associations de patients avec lesquelles on est en partenariat et donc dans le cadre de ces partenariats, on va pouvoir proposer des formations pour autant qu'elles existent. Mais effectivement, c'est déjà une très bonne nouvelle qui est tout un ensemble de formations déjà en place. Donc on va diffuser l'information bien entendu et puis il faut former aussi nos chercheurs à cette nouvelle façon de concevoir les essais cliniques en fonction de la façon dont ils vont être évalués au niveau européen dorénavant. Donc tout ça est aussi un enjeu. Donc on y travaille. On a une équipe autour du président Jean-Yves Blé et de la déléguée générale Sophie Beaupère, une équipe spécifiquement consacrée au suivi des affaires européennes avec Pierre-Henri Berthois, Frédéric Penaud-Lorca, qui sont nos référents au niveau européen. On est allé voir les différentes instances européennes. Il y a la mission cancer, le ministère de la Santé, l'Institut national du cancer qui eux aussi suivent ces évolutions et donc il va sûrement y avoir aussi des démarches un peu au niveau national, des instances nationales et puis la Haute Autorité de Santé bien entendu elle-même va sûrement proposer des choses. Pour l'instant, on n'a pas tellement de visibilité sur l'organisation qui va se mettre en place. Donc, on va faire passer des messages, on va expliquer à nos correspondants, à nos chercheurs, à nos établissements comment les choses vont se passer. Mais pour ensuite savoir comment les associations de patients vont pouvoir prendre en compte les PICO, établir des rapports et comprendre surtout comment ils doivent se positionner pour profiter de cette réforme, pour faire en sorte que les bons médicaments arrivent le plus rapidement possible aux bons patients. Je crois qu'il ne faut quand même pas perdre de vue l'essentiel. L'objectif, c'est quand même celui-là. Et donc, il faut que tous, on ait bien en tête cet objectif-là. Et les patients, les associations de patients avec lesquelles on est en partenariat, c'est des messages qu'on va bien sûr leur faire passer. À ce stade, on en est là. On est encore bien sûr en attente de voir comment les choses vont se structurer, se mettre en place concrètement et avec l'expérience, petit à petit, on va bien sûr arriver à mieux comprendre comment on doit parler à nos équipes, parler à nos associations et réellement structurer une collaboration la plus efficace possible au bénéfice des patients. C'est bien sûr le seul objectif en ce qui nous concerne et en ce qui concerne tous ceux qui sont ici présents. Ouais, je crois que on a tous à cœur cet objectif-là et c'est sûr que des réformes, même quand elles ont je pense que l'esprit de la réforme, c'est toujours positif. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose de complexe qui ralentit finalement l'accès aux médicaments innovants et rajoute une couche supplémentaire dans l'évaluation qui ralentisse tout finalement. Donc ça c'est évident et je pense que toutes les parties prenantes autour d'ici de cette table, mais d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en tête, c'est essayons d'être efficaces le plus possible et de travailler tous dans le même sens, parce que je crois que le but il est commun, quoi. Il n'y a pas que le délai, il y a aussi l'évaluation elle-même qui peut conduire ou non à avoir un avis positif ou négatif selon les données dont on dispose et selon la façon dont les choses sont évaluées. Donc c'est des enjeux quand même extrêmement forts sur lesquels il faut que collectivement on soit bien d'accord pour identifier les innovations, celles qui vont être vraiment utiles aux patients et être sûr que ces produits-là arrivent bien aux bons patients. Et avec l'enjeu des PICO qui sera un PICO européen et où les pays qui n'étaient pas contents du comparateur devront quand même faire avec, quoi. Enfin, il faudra que tout le monde soit d'accord pour ça, quoi. Donc ça, c'est quand même aussi pas évident. Je crois qu'on est en avance un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et on arrive à la partie des questions sur le chat. On a plein de questions, je crois. Donc je vais appeler Laurent et Mathéo revenir ici. Je vais essayer de récupérer. C'est un petit peu, voilà, hop, je vais débrancher peut-être hop, sans le faire tomber, voilà, je vais récupérer l'iPad avec toutes les questions qui sont dessus, donc c'est super.
Ah voilà, donc ça c'est voilà, ça c'est le grand classique avec le micro en plus, c'est pas évident. C'est pas grave. Là, c'est bon, il tient et il bouge pas. Il bouge pas. Je voulais le mettre comme ça juste pour éviter que ça tourne dans tous les sens. Donc, je vais partager avec vous les questions. Et donc, on a une question qui est pour François. La première question. Pouvez-vous nous dire comment les autres pays d'Europe se sont organisés, préparés sur cette réforme? Non. C'est rapide. C'était une question. Mais parce que tous ne s'y préparent pas de la même façon, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas vraiment d'agence d'évaluation de technologie de santé et dont on sait qu'ils aspirent à se reposer sur le travail des autres et qui ne font même pas l'effort de rencontrer les associations locales pour essayer de commencer à travailler ensemble. Il y en a d'autres, au contraire, qui, sentant qu'ils allaient devoir consulter les associations de malades, ont fait ce qu'il fallait pour élaborer des procédures et mettre en place des concertations, des relations de travail avec des associations pour la première fois. C'est vrai pour les Pays-Bas, c'est vrai pour la République tchèque, avec des méthodes dont des pays qui ont commencé à travailler avec les associations antérieurement pourraient quand même s'inspirer parce qu'il y a des idées très nouvelles qui sont très intéressantes. Il ne s'agit pas quand on fait participer des représentants de malades, de former des simili-statisticiens ou des mini-scientifiques. Il s'agit vraiment d'ouvrir aux représentants de malades un dialogue sur leur vision des choses, avec leurs propres termes, avec leurs propres ressentis, et c'est ce qu'il faut faire émerger. Je pense qu'au niveau européen, et ça se voit dans de nombreux domaines, les experts qui viennent ensemble au niveau européen se dépassent et font souvent un excellent travail pour approcher en toute rigueur la vérité scientifique, si tant est que cela existe, et se sortent de leur petite bisbille parfois au niveau national. Ce qui, je pense, je veux être optimiste, le travail européen, à mon avis, va être intéressant. Ce qu'il va falloir, à quoi il va falloir être vigilant, c'est comment les États membres, les agences nationales vont utiliser ces expertises européennes dans leurs travaux. Et c'est là que les associations nationales sont vraiment importantes, même si elles ne sont pas sollicitées pour travailler avec leurs agences nationales, en comparant les avis qui vont être rendus par les autorités nationales et le rapport européen. Elles vont pouvoir mettre le doigt sur des données qui n'ont pas été prises en compte dans le rapport national et qui, si elles l'avaient été, auraient pu aboutir à une décision différente. Le premier critère de succès pour nous de ce règlement, ça va être la capacité de rendre capables les associations d'avoir un dialogue avec leurs autorités. Vous n'avez pas voulu rembourser ce médicament parce que vous dites qu'il n'est pas efficace pour cette maladie comparé à tel autre traitement, mais nous vous défions parce que dans le rapport européen, nous trouvons au contraire ces données qui tentent à indiquer le contraire. C'est ce dialogue qu'il faut qu'on instaure. Merci beaucoup. Alors une autre question, peut-être pour Mathéo ou François, je ne sais pas, c'est une question technique, mais hyper importante. En pédiatrie, ce n'est pas le patient lui-même qui pourra individuellement participer à la contribution clinique. Donc, est-ce prévu qu'un aidant puisse le représenter ou d'autres parties prenantes? Comment ça se passe? Réponse bref, oui. Au sens où, sur ces questions, on s'appuie sur de l'historique. Normalement, quand on parle d'un patient, on parle aussi d'un aidant ou un parent. Mais je laisserai ensuite François donner aussi pour des précisions là-dessus. Je me réfère simplement au fait que cette coopération, en fait, on le disait tout à l'heure, elle est fruit d'un long travail que les agences nationales ont fait d'abord de manière volontaire au fil des dernières 20 années et des documents, des lignes directrices ont été produites. Aussi, s'agissant de l'implication des patients. Aujourd'hui, on attend des documents, des guidelines, comme on dit, des lignes directrices définitives qui ne vont pas voir le jour demain matin, mais voilà, selon l'évolution. Et quand les groupes de coordination des agences sera prêtes à mettre noir sur blanc leurs pratiques, leurs meilleures pratiques, mais des documents passés nous disent que voilà, on prend toujours en compte dans ces cas la voix et l'opinion de qui peut parler pour un patient qui ne le pourrait pas lui-même ou elle-même. Mais sûrement François a quelque chose à ajouter là-dessus.
Juste ajouter qu'il y a quand même des ressources intéressantes. Il y a notamment le réseau TEDI en Europe. Ce sont des jeunes, des adolescents. Je crois qu'il y a 8 pays, 15 jeunes dans chaque pays. Alors, ils parlent tous anglais. C'est l'avantage, mais qui se forment pour commenter les essais cliniques avec les promoteurs d'essais cliniques et qui participent aussi aux consultations du comité pédiatrique à l'Agence européenne des médicaments, qui pourront, nous l'espérons aussi, contribuer aux évaluations européennes des technologies de santé. Il va falloir convaincre la Commission de tenter, de voir ce que cela donne. Sinon, il y a les grands frères, les grandes sœurs qui peuvent aussi participer aux procédures, à qui on peut tout à fait demander de nous expliquer comment eux voient les choses pour leurs petits frères ou petites sœurs malades, concernant les consultations scientifiques communes ou les questions qui sont posées. Il y a des adolescents qui savent beaucoup mieux décrire les choses que beaucoup d'adultes. Donc, il y a des réseaux qui commencent à exister et il faut qu'on travaille avec la Commission pour arriver à développer un cadre qui permet la parole des enfants, en tout cas des adolescents, d'être entendus, au même titre que les adultes. Alors, François, vous adressez un sujet avec cette association TEDI où tout le monde parle anglais. Et la prochaine question, justement, c'est par rapport à cette histoire de l'anglais là. Et c'est une question que je voulais poser. Donc, je suis très content qu'elle soit posée. Dans quelle langue ont lieu les échanges? Si je ne parle pas anglais, puis-je participer à une réunion en parlant que français et quand même faire entendre ma voix? Et moi, j'avais une question plus générale, c'est à cause de cette histoire de la langue, est-ce qu'on peut être sûr quand même que les patients français vont être représentés à l'Europe comme ils le devraient? Parce que quand même, on représente une grosse population. Et donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais c'est une question qui me paraît très importante. En principe, il y a des traducteurs dans un certain nombre de commissions. Il y a des traductions simultanées qui sont réalisées au sein des commissions. Maintenant, est-ce que pour ces process-là, ça sera le cas? Et puis, c'est vrai que une traduction n'est jamais exacte par rapport au sens qu'on veut donner à une expression. C'est sûr que ça va être un sujet quand même très important. Hein. C'est les personnes ou les pays où on parle couramment anglais vont pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus pertinente et se faire entendre beaucoup plus que quand les choses sont plus compliquées dans l'expression. Et c'est déjà un peu le cas dans les organisations européennes. En fait, quand on regarde les membres, ils sont souvent quand même déjà très, très anglophones facilement. Voilà. Donc c'est vrai que oui, quand on n'est pas à l'aise en anglais, on n'ose pas prendre la parole. C'est surtout ça. Hein. Donc il y a ne pas prendre la parole et quand on la prend, ne pas être complètement sûr que quand c'est traduit ou quand qu'on s'exprime correctement et qu'on exprime exactement ce qu'on a envie de dire. C'est quand même pour ça que la partie écrite est quand même très importante. Parce qu'écrit, on peut quand même faire relire. On a maintenant des applications qui au moins font une partie du travail, même s'il faut affiner. Mais quand on peut écrire, c'est au moins, enfin, ça permet d'avoir des textes plus pertinents et de dire exactement ce qu'on veut dire. Et la barrière de la langue ne touche pas que les patients. Moi, j'ai en mémoire un grand professeur français très bavard et très éloquent que j'avais invité dans un advisory board en anglais. Et il n'avait pas dit un mot, j'étais sidéré, quoi. Il n'osait pas, en fait. C'est vrai que c'est quand même... Ça, c'est des petits handicaps, mais qui sont quand même très importants à prendre en compte. Si je peux ajouter deux mots. Premièrement, c'est que les interprètes ne sont obligatoires que pour les réunions officielles au Parlement européen dans les institutions politiques européennes. Là, il n'y aura pas d'interprète, mais, et on le souhaite, rien n'empêche les membres des sous-groupes de la coopération européenne, par exemple les membres français, d'interviewer des malades en français sur les procédures européennes, à charge pour eux de rendre compte des résultats de ces discussions, de ces interviews en anglais avec leurs collègues pour donner au moins de façon indirecte l'apport de représentants de malades qui ne pourront pas être entendus en anglais. Après, il faut aussi s'assurer que tous les malades d'Europe, il y a beaucoup de Français, mais il n'y a pas que des Français, aient leur part de la parole
Donc on doit aussi s'assurer que dans tous les pays, parfois en Roumanie, on va trouver un excellent représentant de malade, très à l'aise en anglais. Il faut absolument qu'il puisse intervenir. La coopération européenne permettra aussi de donner une compensation financière pour le temps passé. Les dépenses seront prises en charge. Donc il y a des avancées quand même que certains pays, certains États membres ne proposent pas. Mais la Commission européenne a vraiment la volonté de faciliter la participation des malades de tous les États membres. Juste un commentaire par rapport à la question de traduction. Par exemple, à ce jour, nous, typiquement, nos équipes européennes, là, elles nous proposent des documents en anglais qu'on doit traduire pour pouvoir les communiquer en français. Voilà. Et donc là, on va travailler éventuellement en français. Il va falloir traduire. Enfin, sincèrement, à un moment donné, il va falloir aussi réfléchir aux moyens qu'on nous donne pour faire ça. On ne peut pas tout faire sur du bénévolat, etc. Donc, ou être aidé, ou ce qui est des bureaux ou des solutions, entre guillemets, d'aide pour que ce soit possible. Et je pense quand même qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour pas qu'on soit épuisé d'avance, d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus collectif dans cette approche. Donc je pense que dans les prochaines étapes de réunion en France, avec les autres associations en France, peut-être de bien comprendre où on en est et de voir peut-être à faire peut-être un peu plus ensemble sur certains de ces sujets. La force du collectif, et pas seulement tous les patients ensemble, mais peut-être aussi d'autres parties prenantes autour des patients qui pourraient vous aider sur ce genre de sujet. Et je pense à l'intelligence artificielle aujourd'hui pour la traduction. Ça commence à devenir de plus en plus simple et ça serait peut-être utile quand même d'y penser dans ce cadre-là. Jamais complètement fiable. Hein. Alors voilà, il ne faut pas que ce soit un algorithme chinois qui nous dise des choses. Après, typiquement, mais même être formé sur les outils. Quel choix est-ce que par exemple l'Europe nous recommande un certain nombre d'outils qu'on pourrait utiliser de façon sûre? Il y a aussi toutes ces données, où est-ce qu'elles vont, qui enregistre tout ce qu'on raconte. Enfin voilà, c'est quand même sur des sujets relativement sensibles et ça fait partie des sujets pour le coup aussi qu'on a sur la to-do list, c'est d'essayer de se voir comment mieux utiliser ces outils dans un cadre européen qui peut-être va nous donner des recommandations aussi à ce niveau-là. Vu la conjoncture actuelle. On va bientôt tester des outils, on a déjà commencé d'ailleurs, que ce soit les documents, les briefing books, donc je ne sais même pas comment on dit en français, briefing document, pour les consultations scientifiques communes ou les rapports d'évaluation clinique commune antérieures, on les a soumis à des outils de traduction d'intelligence artificielle et effectivement pour certains le résultat est vraiment excellent. On peut aussi produire des résumés qui sont tout aussi excellents. Je pense qu'on est au tout début de tester et de valider des outils qu'on pourra recommander pour aider personnes en différentes langues de les utiliser. Alors, on va changer complètement de sujet et Laurent, je me tourne vers toi parce que on a une excellente aussi question. C'est je ne saisis pas bien ce que la HAS ne fera plus. La différence entre l'évaluation clinique commune et le SMR/ASMR ne me paraît pas très claire. Laurent, c'est à toi. Alors, effectivement, je n'ai pas dû être clair la première fois, donc je vais réessayer. Normalement, enfin aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, en particulier la Commission de la Transparence, on parle d'évaluation, quand elle évalue un produit aujourd'hui pour l'accès au remboursement, il y a une partie de la Commission de la Transparence et des membres de la HAS, des administratifs de la HAS, qui examinent les données, fait ce travail d'évaluation méthodologique sur les résultats qui sont présentés, ils sont fiables, plus ou moins fiables, pas fiables, etc. Ça, c'est le premier travail qui est fait au sein de la Commission de la Transparence et par les services administratifs de la HAS. Ensuite, la Commission de la Transparence, dans la même session, elle fait la même chose. Elle part de ce constat-là, de la robustesse des données, et elle va apprécier la valeur ajoutée du produit. Et cette appréciation se traduit par un SMR et une ASMR. Donc SMR, service médical rendu, et ça vous donne une indication sur le taux de remboursement. Et la ASMR, amélioration du service médical rendu, ça vous donne la valeur ajoutée de votre produit par rapport à d'autres produits, et c'est important pour la négociation de prix. La Commission de la Transparence, demain, fera toujours le SMR et l'ASMR. Simplement, la phase qui était l'examen des données
de la robustesse de ces données, du design des études, etc. Tout ça sera fait au niveau européen et ne devrait pas être refait par les méthodologistes ou les administratifs de la HAS. Voilà. Au final, rien ne change. Il y aura toujours un avis de la Commission de la transparence avec un SMR, une SMR, et tout ça, cet avis sera pour le coup en français. Mais il y a une partie de l'activité de la Commission de la transparence et pas la partie négligeable. Il y a une partie qui sera faite au niveau européen et qui ne devrait pas être refaite en France. Et on s'attachera effectivement à s'assurer que ça ne soit pas le cas. Alors, j'ai une autre question pour toi. Je ne te lâche pas, Laurent. Non, c'est une question qui. Alors ce sera pour Mathéo finalement. Mathéo, donc il y avait marqué pour Laurent, mais ce sera pour Mathéo en fait. Quels seront les documents, données qui pourront être partagés avec les patients et les associations lors de la phase nationale PICO? Alors, la réponse que je veux donner n'est pas encore définitive. C'est-à-dire que là, ces nouvelles procédures commencent. Les premiers produits qui vont passer là une évaluation pour recevoir une AMM passeront aussi dans les mois qui viennent, commençant au mois de mars et ensuite cette nouvelle procédure d'évaluation clinique commune. Donc là, on va vraiment dans la phase où on teste les choses. Il paraît, parce que la question ici, c'est que pour participer, vous devez recevoir des informations qui sont des informations d'un produit, propriété d'un industriel, qui n'est pas encore approuvé. Et donc ces informations-là sont gérées soit par l'Agence européenne du médicament, soit pour les agences HS et agences consoeurs, pour un processus d'évaluation qui n'est pas totalement, qui n'est pas censé partager des données qui peuvent être parfois confidentielles ou être des secrets commerciaux. Donc ici, la question est, mais comme on veut tous que les malades puissent donner leur contribution et que donc pour cela, ils ont besoin d'informations clés, quelles sont les informations qui doivent être partagées? On a un consensus tendanciel sur le fait que de toute façon, les industriels communiquent publiquement un certain nombre d'informations sur leurs produits à venir. De quel domaine thérapeutique s'agit-il? On discute ça dans les conférences scientifiques, par exemple. Donc, c'est presque d'une certaine façon domaine public. Et une fois qu'on a soumis une demande d'autorisation mise sur les marchés, on a quand même soumis une demande pour une molécule spécifique, pour une indication spécifique. Donc, cette colonne vertébrale d'informations semble être celle plus appropriée pour donner tout de suite la possibilité de contacter des associations et dire on a un produit dans ce domaine thérapeutique, donc ça peut vous concerner, vous, association X ou Y, pour vous donner plus d'informations. L'indication spécifique est celle-là, à une tumeur par exemple qui aurait une mutation X ou Y, cancer de poumon, mutation AKL, c'est important de savoir pour identifier la bonne personne pour répondre aux questions. Et là, on discute aussi, par exemple, de spécifier, par exemple, mode d'administration ou jusqu'où aller dans ces informations. En fait, la volonté là de partager des informations clés est essentielle pour que cette implication s'efface dans les meilleures conditions, parce que pour trouver la bonne personne, il faut avoir ces informations. C'est juste que les choses ne sont pas écrites noir sur blanc. Donc, par exemple, entre la Commission européenne qui gère tous ces processus, les agences comme la HS et les industriels dont l'information vient, il faut qu'on trouve la meilleure façon et les informations vraiment pertinentes pour que cela se puisse faire. Juste pour donner une réponse rapide. Normalement, c'est nouvelle molécule, indication, domaine thérapeutique et si c'est important, les modes d'administration. Ça, c'est l'information qui d'abord devrait être communiquée pour que du coup, vous puissiez après porter votre connaissance, vos expériences sur le nouveau produit et concernant votre maladie. Alors, juste pour rajouter quelques éléments par rapport à ce que vient de dire Mathéo, pour compléter, je vous disais tout à l'heure, normalement la HAS, parce qu'elle a été sollicitée par des agences, par des associations de patients, est censée travailler sur le process, sur comment elle va pouvoir solliciter les associations nationales dans le cadre d'un processus qui va être extrêmement court. On a parlé tout à l'heure du sujet de la langue, mais on est sur 2 semaines. Aujourd'hui, personne n'est capable, ni la HAS, et très peu d'associations de patients sont capables de répondre en 2 semaines à une contribution.
en tout cas, et par ailleurs, le règlement prévoit aussi que quand il y a des phases de contribution, de consultation qui sont déjà prévues, elles peuvent suffire. Alors, il y en a en France des phases de consultation, pas pour les picots, mais il y en a d'autres. Donc, est-ce que la HAS va dire, moi, j'ai déjà une phase de consultation et donc je n'implique pas les associations de patients dans la phase PICO? Je pense que ça dépendra de la volonté des associations françaises de peser sur les picots ou non. Mais nous, en tant qu'industriels, on ne peut rien faire et rien dire là-dessus. Et en bon élève, je termine là-dessus. J'ai répondu précisément à la question consultation d'associations nationales dans la phase de définition des picots. Dans toute autre phase de contribution, les représentants de malades ou patients ou d'associations ont accès à toute l'information. Ils signent une feuille pour confirmer qu'ils ont bien compris que les informations qu'ils leur feront part d'informations confidentielles, mais du coup, ils auront accès à toute l'information. Et en tant qu'industriel, tant que les règles sont claires, un patient qui participe est un expert, il doit avoir accès à toute l'information, que ce soit sur l'étude de l'essai clinique, dans les cas de consultations scientifiques, ou dans les cas quand les projets de rapport demandent aussi la contribution d'un patient expert, même chose, il doit avoir accès à toute l'information. Dans ces cas spécifiques, tout début processus, consultation d'association nationale pour les PICO, il faut un noyau d'information qui est du coup public, qui va être transmis très vite pour consulter les associations. Et là, c'est plutôt un noyau dont on a besoin qui soit pertinent et immédiatement utilisable. Oui, mais juste pour rebondir sur ce point, je pense que c'est majeur en fait que, puisqu'on est à un moment un peu charnière, c'est le début et il y a beaucoup d'interactions, je pense que le haut de PICO est juste majeur. Franchement, les critères de jugement, je pense que ça fait partie des difficultés qu'on a aujourd'hui. Typiquement, la qualité de vie qui est une fois de plus mise entre parenthèses ici, c'est beaucoup trop large en fait, et souvent finalement c'est pas pris en compte, alors en tout cas ou pas suffisamment dans les accès précoces, et parfois ça nous sidère totalement en tant que dans notre perspective de patient. Et donc on est, je pense, collectivement et à plusieurs associations capables peut-être d'avoir un set de critères de jugement. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de réinventer sur chaque dossier. Moi, ça, j'y crois pas. Je pense qu'en fait, on peut réfléchir en fonction du type de grand traitement, sa forme. Est-ce que c'est un CAR-T, est-ce que c'est un anticorps conjugué, est-ce que c'est une immuno, est-ce que c'est une chimio, est-ce que c'est une thérapie ciblée, etc. Et peut-être que pour ces grands types de traitement, on pourrait réfléchir ensemble à un certain nombre de critères de jugement pour peut-être faciliter au moins qu'il y ait un set de base si on n'est pas forcément en capacité de répondre à chaque dossier. Et je ne suis pas convaincue qu'ils aient besoin de changer systématiquement d'ailleurs. Et une bonne nouvelle quand même, c'est qu'en France, on est en capacité de voir venir les choses. 60% des médicaments innovants font l'objet d'un accès précoce ou d'autorisation d'accès compassionnel, ce qui veut dire que les associations ont déjà la possibilité de contribuer et de travailler avec la HAS à un moment où elles peuvent estimer que dans quelques mois, il va y avoir une consultation sur les PICO une fois que la procédure d'AMM sera lancée. Et ça, il faut qu'on en tire tout le parti pour que toutes les associations apprennent, dès lors qu'il y a une contribution d'accès précoce, lancer la réflexion entre les membres pour quels malades vont bénéficier le plus de ce nouveau traitement, quels comparateurs, quels critères d'évaluation, comment utiliser le traitement, etc. De façon à être prêt le jour où l'HAS nous contacte. Et du coup, je ne sais pas si c'est dans la liste des questions, mais très clairement sur ce schéma, ça serait très utile de savoir où est-ce qu'on situe les démarches d'accès précoce, AP1, AP2, parce que finalement, ce que vous dites là, oui, mais où dans le schéma en fait? Oui, mais parfois, nous, on a beaucoup d'accès précoce post-AMM, donc en fait, voilà, donc à retravailler. Pour une question de remboursement, mais en principe, les vrais accès précoces, effectivement, sont au milieu des essais cliniques, en gros. Et donc, il y a un recueil obligatoire de données. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données, puisqu'elles seront spécifiquement françaises? Est-ce qu'elles pourront être ajoutées au dossier et être évaluées par l'ensemble des pays? Ça, c'est une question. Pour l'instant, je ne sais pas si on y a déjà répondu. Et j'en profite aussi pour parler des critères de jugement. Quand
on est en cancérologie, ces critères, on sait bien que le gold standard, ça reste la survie globale, mais dans certains types de cancers, cette survie globale, on ne l'a jamais avant plusieurs années. Donc, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle les surrogate endpoints. Et donc, c'est des critères de substitution qui nous permettent de dire à une échéance pas trop lointaine qu'on peut donner l'autorisation et donc évaluer l'utilité de ce médicament, bien sûr en continuant la surveillance et en continuant à relever les données. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être effectivement admis pour l'ensemble des pays, ou est-ce qu'il va falloir à nouveau rediscuter pour la cancérologie? C'est pas exactement la même chose que pour d'autres pathologies. Et donc voilà, il y a des questions comme celle-là. On va peut-être pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est des choses qu'il va falloir petit à petit affiner. Non, mais ça c'est sûr. Et en plus, la survie globale, plus le traitement est efficace, voilà. et plus on va mettre de temps à avoir le. Donc c'est carrément paradoxal. Hein. C'est complètement contre-productif, quoi. Donc c'était une question courte avec plein de réponses. Hein. Là, bon, donc il nous en reste quand même une petite dizaine. Donc on va essayer d'être un tout petit peu plus précis peut-être sur le. Mais bon, c'était un sujet super important. Je pense que les picots c'est le cœur de cette réforme, et c'est évident qu'il fallait y passer du temps. Pour François Houillez, quel conseil donneriez-vous aux associations nationales ? De se préparer vraiment en amont. Je pense qu'il y a des comités consultatifs de malades, Community Advisory Boards en anglais, qui travaillent avec les développeurs, avec les promoteurs de traitement 5 à 7 ans avant qu'ils n'arrivent en phase d'évaluation. Et ce qui fait que ces membres de comités consultatifs ont une connaissance précise du produit, de ce qu'il peut apporter aux malades. Et ça, c'est très, très utile. Ça leur permet de partager les informations, leur connaissance du produit avec d'autres représentants de malades, ceux qui vont être consultés par les autorités du médicament. Il faut aussi apprendre à recueillir de la part de toutes les associations dans les autres pays les commentaires des malades sur les effets des différents traitements qui existent, leurs limites, les contraintes, parce que demain, ça peut tout à fait être un représentant d'une association française qui parle anglais, qui sera invité à une procédure européenne, où s'il peut expliquer sa situation en France, mais aussi dire comment ça se passe pour d'autres malades en Europe, là, il a la possibilité de vraiment faire la différence. Et puis aussi vraiment connaître tous les critères d'évaluation possibles, lesquels semblent pertinents, lesquels pourraient permettre aussi de compléter des études. Il y a souvent des études post-AMM, après l'autorisation de mise sur le marché, qui vont être requises par les autorités. Là, il faut être capable de dire, ça serait bien si on mesurait aussi cet élément, ce symptôme, cet aspect qui n'a pas été suffisamment mesuré pendant le développement, mais qui renseigne bien sur l'impact du traitement dans notre vie quotidienne. Donc il faut vraiment se préparer en ayant cette culture de savoir tous les traitements qui existent, leurs limites et ce qu'ils apportent, mais aussi tous les critères d'évaluation possibles, pas seulement les échelles de qualité de vie. On peut intervenir sur n'importe quel critère d'évaluation de façon à dire, pour nous malades, il nous semble que ceux-ci sont plus intéressants à mettre en œuvre que ceux-là. Très bien, merci. Quels sont les traitements identifiés qui vont passer dans le cadre de cette nouvelle procédure en 2025 ? Et alors, une question intéressante, quid des médicaments sur les maladies rares dont les dossiers ont été déposés fin 2024 et qui doivent être instruits en 2025 ? Si un dossier a été soumis à l'Agence européenne du médicament pour demande d'AMM en 2024, ne fera pas l'objet de cette nouvelle évaluation. Les produits qui feront l'objet de cette nouvelle évaluation sont tous ceux qui ont été soumis à partir de la mi-janvier 2025. On sait aujourd'hui, parce que les comités des médicaments de l'Agence européenne du médicament s'est réunis plus ou moins, disons, une fois par mois, pour être grossier, et une fois que le rapport sort, on sait quels produits ont été soumis. On sait aujourd'hui que 2 produits ont été soumis au mois de mars, c'est-à-dire que voilà, ce nouveau système vient d'être établi, mis en place. Donc, voilà, un mois et demi passé, les premiers produits vont rentrer. Donc, c'est 2 produits qui ont été soumis à l'Agence européenne du médicament au mois de mars, qui, du coup, dans les mois à venir, on va tous observer
pour voir comment ils seront évalués à travers cette procédure d'évaluation européenne. Et du coup, pour être encore une fois plus précis, en cette année et l'année prochaine aussi, et celle d'après aussi, quels produits feront l'objet de cette procédure européenne? Nouvelles substances exclusivement, primo-indication dans le domaine du cancer, et toute thérapie classée comme thérapie innovante. Donc, si on a un produit d'il y a 2 ans qui reçoit une extension d'indication, mais c'est une thérapie innovante, même si ce n'est pas une nouvelle substance, il est dedans. Un produit cancer autorisé l'an dernier et qui reçoit une extension d'indication, non, parce que dans le cancer, seulement les nouvelles indications, les nouvelles substances. Donc, c'est ça, nouvelles substances en cancérologie et toute thérapie avancée jusqu'à fin 2027. À partir de 2028, toutes les molécules qui ont une désignation orpheline pour une maladie rare vont rentrer. Donc, le périmètre, le champ d'application s'élargit. Et à partir de 2030, toute nouvelle produit, toute nouvelle AMM, toute nouvelle demande d'AMM, les produits fera l'objet de ces évaluations. Donc, cette année, pour l'instant, 2 produits en mars et on va voir la montée en puissance de ce système au mois à venir. Juste très concrètement pour les associations, ça veut dire qu'actuellement, d'ailleurs, ça marche bien. La HAS nous envoie un mail en nous disant on va évaluer ce médicament. Si vous souhaitez, vous pouvez contribuer. Donc, ça veut dire qu'on aura 2 mails différenciés. Ce serait pratique. Alors, je crois que vous aurez un seul mail par produit et par procédure. C'est-à-dire que si un produit aujourd'hui, imaginons, là je ne veux pas faire d'exemple compromettant, mais imaginons que j'ai un produit aujourd'hui, cancer, nouvelle substance, je soumets ma demande d'autorisation mise sur le marché et l'HAS fait son boulot, donc demande aux associations. Donc, elle va pas demander 2 fois sur ces produits parce que ce produit, en fait, à partir de maintenant, fait que l'objet d'une procédure européenne. Après, l'HAS, une fois les rapports européens produits, publiés, fera sa procédure nationale à travers la commission de la transparence. Donc, la consultation se fera pour le rapport européen une seule fois. Et si après, des représentants de malades vont être consultés aussi pour les discussions en commission de transparence, ça, ce serait une autre étape, une autre forme d'implication. Mais donc voilà, il n'y aura pas de duplication en fait. Parce que comme on voit très bien sur la slide, les 2 choses vont en chaîne. Les rapports européens et après l'avis de la commission de transparence. Donc en ce sens-là, il n'y aura pas de duplication que pour un seul produit, vous recevrez 2 mails. Il y a à différentes étapes, différentes formes d'implication. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là de qu'est-ce qu'attend la HAS des associations de patients, quelle place les associations de patients doivent prendre, en fait, c'est difficile pour nous en tant qu'industriels d'intervenir là-dessus. C'est vraiment le rôle des associations de patients. Le dispositif, le règlement européen recommande que les agences nationales sollicitent les associations de patients pour les PICO. Donc, en ce sens, toutes les associations nationales sont légitimes à contacter la HAS en disant qu'est-ce qu'il est prévu pour faire ça. Mais nous, en tant qu'industriels, on est en dehors de ce dispositif et de ces échanges. Donc, voilà, je ne peux pas trop vous éclairer. Je reviendrai juste tout à l'heure sur les accès précoces. Malheureusement, ils ne sont pas aussi précoces que ce que donnait François ou Muriel. Beaucoup d'accès précoces, déjà, il y en a la moitié qui arrive après l'AMM. Donc, voilà. Et dans les pré-AMM, très souvent, ils sont après le dépôt de la demande de dossier. Donc, on n'est pas pendant la phase d'essai clinique. Là, c'est ce qu'on appelle les ultra-précoces. Et des ultra-précoces, il y en a très peu, en fait. Et des précoces, ils interviennent quelques jours, quelques semaines après le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc, de toute manière, après la sollicitation pour les PICO. Donc, de toute manière, vous n'aurez pas, au moment où on va vous solliciter pour les PICO, vous n'aurez pas été consulté pour l'accès précoce. La consultation à l'accès précoce, elle intervient en général après. Et ça, si je peux me permettre, parce que depuis la réforme de 2021, il y a une régression forte en France, où avant 2021, les programmes compassionnels, les ATU, permettaient une mise à disposition des traitements en moyenne 24 mois avant la date de l'AMM. Maintenant, on n'est plus qu'à 9 mois.
on a vraiment beaucoup perdu depuis la réforme. Merci beaucoup. On me dit dans l'oreillette que je n'ai le temps que pour une seule question et je m'excuse, c'est parce qu'il y avait d'autres questions sur le chat. On n'aura pas pu répondre à toutes les questions et on est vraiment désolé. On est un peu victime de l'intérêt et de la qualité aussi des réponses qui sont données. Alors j'ai juste une dernière question, mais alors réponse peut-être la plus courte possible, si c'est possible, avant de conclure. Quelle est la définition d'un patient expert pour pouvoir contribuer ? Il n'y a pas de définition. Ah ben voilà, ça c'est une réponse courte. Comme on disait, si je suis atteint d'algie vasculaire de la face, dans le cadre de toute consultation européenne, je suis considéré un patient expert et je peux être légitime à être consulté pour l'algie vasculaire de la face. Point barre. Je ne suis ni représentant de quoi que ce soit, ni rien du tout. Évidemment, dans un réseau, je ferai ma part si je l'étais. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que vous pouvez rajouter. J'ai moi-même 2 maladies rares et je ne connais absolument rien sur ces maladies rares. Je serai le dernier représentant de malade à aller chercher pour ces maladies rares. En revanche, je suis expert pour aller chercher les représentants de malades dont on a besoin là où ils se trouvent. Donc ça dépend de quelle expertise on parle. On a besoin de plusieurs types d'expertise, d'où l'intérêt des associations de malades, où on a vraiment des gens qui connaissent par cœur l'histoire naturelle de la maladie et le mécanisme de la maladie, d'autres qui ont d'autres compétences. Et on terminera sur ces mots. Merci à tous. Merci Muriel, merci François, merci Laure, merci Laurent, merci Mathéo. Merci à vous tous de nous avoir écoutés ce soir sur un sujet qui est très important, avec pas mal de complexité, pas mal d'inconnus, mais énormément de progrès à faire et en attente, et surtout un enjeu de formation qu'on a bien compris et d'engagement de toutes les parties prenantes. Donc merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.